Bonjour à tous, bienvenue ce 25 novembre 2021, journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Bienvenue au sein de cette table ronde ayant pour thème l'engagement des entreprises pour le maintien à l'accès à l'emploi. Merci de votre présence derrière vos écrans. Merci, et on aura l'occasion de les remercier tout au long de leur témoignage. Merci aux participants et un merci particulier à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour nous accueillir dans les locaux. Monsieur Philippe Guirand, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous nous faites l'honneur d'introduire cette conférence digitale. C'est à vous. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire adjoint aux affaires régionales, cher Sylvain, Madame l'administratrice de FAS, Madame la directrice générale du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, Madame la directrice régionale aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs, chers amis. Lorsque Sylvain m'a demandé si la Chambre de commerce et d'industrie de région pouvait accueillir notre manifestation, et lorsque Catherine m'a demandé de prononcer quelques mots d'introduction, j'ai répondu oui sans hésiter. D'abord parce que la CCIR est un établissement d'État et qu'il me semble normal d'abriter des initiatives qui touchent au fonctionnement général de notre société et donc de notre République. Et puis naturellement parce que nous sommes la maison commune des entreprises et que le thème qui nous réunit aujourd'hui nous concerne directement. Je crois en effet que nous portons une triple responsabilité. Responsabilité individuelle de citoyen, parce qu'aucun d'entre nous n'a le droit de rester indifférent devant des violences insupportables. Insupportables en ce qu'elles constituent des exactions physiques ou psychologiques d'ailleurs, mais plus insupportables encore parce qu'elles se produisent à l'abri des regards, dans ce qui est censé être un foyer, c'est-à-dire un espace construit pour protéger et pour aimer. Responsabilité collective ensuite. L'ampleur du phénomène est telle qu'elle met en question le fondement même de notre société. Plus de 200 000 victimes tous les ans, 200 000 victimes. Et donc l'urgence, c'est ici et maintenant. Si nous ne faisons rien de concret, alors chaque fois qu'une femme subit une violence, nous sommes tous coupables de non-assistance. Responsabilité d'entrepreneur enfin, parce que l'entreprise aujourd'hui ne peut plus se concevoir comme un simple producteur de biens ou de services. Elle est devenue un lieu de vie à part entière et en tant que telle, elle doit veiller au bien-être global de celles et ceux qui constituent son corps social, y compris si les violences se produisent à l'extérieur du cadre de travail. Alors la question, c'est évidemment comment faire. Et là, il me semble que l'élément premier, le déclencheur, c'est d'amener les femmes qui subissent des violences à s'exprimer. C'est l'émergence de la parole qui, à mon sens, constitue l'étape fondatrice. Et lorsqu'on réfléchit à la cause du mutisme des femmes victimes, je crois qu'on peut énoncer deux raisons principales. La première, c'est évidemment la crainte des représailles. C'est tout simplement qu'elles ont peur de ne pas être crues et protégées après qu'elles auront dénoncé leur agresseur. Et ça renvoie, il faut le dire, à un véritable dysfonctionnement sociétal. Je trouve donc très positives les instructions qui ont été données par le ministère de l'Intérieur en matière d'accueil des victimes et de traitement des mains courantes. Parce qu'on comprend bien que si celles qui font l'immense effort de venir parler de leur situation à un tiers sentent le moindre scepticisme chez leur interlocuteur, elles cesseront leur démarche et nous les aurons abandonnées. Il s'agit donc de suivre et de renforcer ces mesures. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Nous devons prêter une attention particulière à la santé psychologique des femmes dans l'exercice de leurs fonctions, parce que c'est ce qui peut permettre de percevoir des indices et d'engager un échange. Il est donc important de sensibiliser et de former tous ceux qui sont en charge de ces questions pour leur apprendre à détecter les signaux faibles et à créer un rapport de confiance qui va faciliter l'émission de la parole. Puis la deuxième raison, qui est aussi importante que la première, c'est la vision que la victime a d'elle-même. Parce que pour dénoncer son agresseur, en dehors du courage que cela demande, encore faut-il considérer
que les gestes qu'il accomplit sont inacceptables, criminels et condamnables. Et là, nous sommes au cœur d'un autre sujet, qui est l'image que la femme a d'elle-même. Alors bien sûr, les mouvements féministes ont fait progresser, et c'est heureux, les rapports sociaux. Bien sûr, l'émancipation des femmes ne pose plus aujourd'hui de problème de principe ou de droit. Mais dans les faits, rappelons-nous que tout ceci est récent. Le droit de vote, c'est après la Seconde Guerre mondiale. L'ouverture d'un compte bancaire ou la signature d'un contrat de travail sans autorisation du mari, c'est 65. La suppression de la notion de chef de famille, c'est 70. Or, on le sait en sociologie, il y a toujours un effet d'hystérésis entre les avant-gardes et la population dans son ensemble. Et donc, ne nous voilons pas la face. Dans l'inconscient collectif, cette idée d'infériorité existe encore. Par notre société tout entière. Le fond du sujet, c'est qu'après les évolutions légales, il faut accomplir des révolutions culturelles, et ça, c'est beaucoup plus long, et nous y avons tous une part de responsabilité. Ce qui fait que chez de nombreuses victimes, il y a une conjonction entre la souffrance qu'elles endurent et cette pensée qu'elles doivent la supporter. En trouvant d'ailleurs toujours des arguments. Je pense aux enfants, ils m'aiment quand même, ce n'est pas de sa faute. On le voit bien, là, à la violence s'ajoute la manipulation. Alors pour sortir de cette spirale infernale, à côté des actions directes, il nous faut aussi communiquer partout, en permanence sur le sujet. Dire et redire dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les réunions, que les violences ne doivent pas être acceptées sous aucun prétexte et qu'il faut les dénoncer. C'est ce que vous faites aujourd'hui et c'est ce que nous allons faire. J'ai demandé à Julie de le faire en communiquant largement sur les réseaux sociaux en notre nom après la réunion. Et puis, il faut promouvoir la place des femmes, car le fait de constater, par exemple, que certaines peuvent devenir des dirigeantes permet à toutes les autres de se projeter en tant qu'individus libres et maîtres de leur destin. Et de ce point de vue, je suis personnellement favorable aux quotas, le temps que la société acquiert de nouveaux réflexes. Dans mon entreprise, la direction générale, actuellement, elle est masculine, totalement masculine. Et l'âge venant, comme vous le voyez, nous sommes en train de mettre en place ceux qui vont nous succéder. Pour cela, nous avons voulu choisir des hauts potentiels dont les 2/3 sont des femmes. Je dois dire que c'est un vrai bonheur de les former et de leur transmettre le pouvoir. Enfin, il y a un autre moyen d'éveiller les consciences dans l'entreprise. Je parle de prendre des engagements visibles au sein d'associations d'accompagnement des femmes. D'abord parce que ça aide ces structures, mais aussi parce que cela permet de placer ce thème au cœur même de nos équipes. Plus on en parle, plus on favorise l'émergence de la parole. Et là encore, je veux témoigner, dans le cadre de l'entreprise des possibles, dont je suis l'un des fondateurs aux côtés d'Alain Mérieux, ma société vient de mettre gratuitement à disposition un bâtiment qui va accueillir des femmes seules avec enfants, dont une bonne partie a été victime de violences. L'effet immédiat, c'est que l'ensemble de nos salariés en a ressenti une grande fierté et qu'entre eux, c'est devenu un vrai sujet d'échange. Voilà, j'ai été un petit peu long, je vous prie de me pardonner, mais vous voyez, le sujet me tient à cœur. Je suis encore une fois très heureux que vous ayez choisi notre maison pour votre réunion. Les chambres de commerce et d'industrie sont à vos côtés et nous prendrons nos responsabilités sur ce sujet majeur. Je vous remercie. Monsieur Guérand, merci pour votre engagement. Monsieur Pelteret, vous êtes secrétaire général adjoint aux affaires régionales, représentant du préfet de région. Oui, merci. Nous vous laissons la parole, merci. Monsieur le Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, mon cher Philippe, Madame la Présidente de l'association FAS, Madame la Directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, me donner la parole en introduction de cet événement. Et je voudrais d'abord remercier Philippe Guérand pour son engagement aujourd'hui dans cette démarche, qui a accepté en fait d'accueillir cet événement ici au sein de la CCIR, ce qui lui donne toute son ampleur. Et je voudrais également remercier l'association FAS, qui est le grand organisateur de cet événement sur le plan, j'allais dire, du montage
et des témoignages qu'on va avoir avec des témoignages très riches d'entreprises. Et puis, on aura aussi une femme qui a le courage de venir témoigner aujourd'hui de ce qu'elle a vécu. Donc, je trouve ça très important. Alors, je vous demande de bien vouloir excuser monsieur le préfet de région qui est pris par d'autres réunions aujourd'hui. Et donc, j'ai l'honneur de le représenter pour cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, vous savez certainement que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une grande cause du quinquennat, hein. Le président de la République a lancé dès son élection des premières annonces le 25 novembre 2017. Et puis surtout, 2 ans plus tard, le 3 septembre 2019, il a lancé ce qu'on a appelé le Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a conduit à 53 mesures pour prévenir les violences, protéger les femmes, sanctionner et prévenir la récidive. Et depuis 2 ans, je voudrais quand même mesurer le parcours qu'on a effectué. Vous soulignez tout à l'heure, d'abord, mieux connaître les faits. Et grâce au mouvement MeToo et à la parole des femmes qui s'est libérée, on a dans les commissariats de police et dans les gendarmeries plus 36% de faits dénoncés, donc entre 2019 et 2021. Donc je crois que là, on a franchi un pas. On n'est certainement pas au bout parce que quand il y a aussi peu de faits dénoncés, on ne sait pas combien il y en a, mais plus 36% en 2 ans, c'est déjà un pas énorme. Vous parlez aussi de changement culturel, je vous rejoins complètement. Il faut aussi mesurer le changement culturel en 2 ans que tout ça a permis. Rappelez-vous, il y a 4-5 ans, on parlait d'histoires d'amour qui finissent mal, on parlait de meurtres passionnels, de crimes passionnels. Enfin, voilà, tout ça, ce vocabulaire aujourd'hui, quand vous suivez dans les médias, ce vocabulaire, il a disparu. Je pense qu'on ne cherche plus des excuses pour les hommes qui commettent ces violences. Et en ce sens, la société a fait un vrai progrès, même si on est, je pense, qu'au début du chemin, parce qu'il nous reste encore beaucoup à parcourir. J'y reviendrai tout à l'heure. Parce qu'effectivement, les violences conjugales sont un fait de société. Elles touchent les femmes de manière massive, en moyenne 1 femme sur 10. Donc c'est énorme, hein. Donc ça veut dire que tous, dans notre entourage, on connaît certainement quelqu'un qui est victime de violence sans forcément le savoir. Donc c'est quel que soit, ça touche tous les âges et tous les milieux sociaux, hein. Pour le coup, j'allais dire, il n'y a pas d'inégalité entre les milieux sociaux. Elles affectent la vie des femmes et ont des conséquences importantes sur leur santé physique et psychologique, ainsi que sur leur situation sociale et économique. Alors moi, je suis particulièrement ravi aujourd'hui d'être ici dans le monde de l'entreprise, parce qu'habituellement, effectivement, les services de l'État, la DRDFE en première ligne, travaillent de manière très rapprochée avec les services de police et gendarmerie, puisque ces faits sont délictuels, hein. Mais aussi avec le milieu associatif, puisque derrière, on disait plus 36% de faits dénoncés, c'est aussi autant d'accompagnement, donc il faut que les moyens de l'État suivent derrière, et on a eu des moyens largement augmentés depuis 2 ans sur ce sujet grâce à la médiatisation, à la prise de conscience collective. Et donc, ce phénomène-là touche aussi le monde des entreprises, mais on ne parle pas assez souvent, justement, à mon sens, des femmes victimes de violences et du salariat et de l'entreprise. Donc moi, je vous remercie aujourd'hui pour cet événement que je juge novateur en cette journée du 25 novembre. Hein. Donc merci encore. Il y a 2 choses dans le monde de l'entreprise pour lesquelles vous pouvez être confrontés. C'est que sur 1 femme sur 10, il y en a beaucoup qui sont salariés. Et deuxièmement, en fait, ensuite, vous savez qu'encore aujourd'hui, c'est beaucoup parfois de femmes qui ne travaillent pas, qui sont au foyer, et c'est très difficile de quitter le foyer conjugal quand vous avez des enfants, quand vous ne travaillez pas. Et donc, il y a une recherche d'autonomie et forcément une recherche de travail au travers de cette autonomie. Et là aussi, l'entreprise peut jouer son rôle. De violences sont des salariés. Et du coup, ça peut avoir des conséquences sur la vie des entreprises, hein, avec des phénomènes d'absentéisme. On note dans les études que les femmes victimes de violences déclarent en général 40% d'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois, contre seulement 28% pour celles qui ne sont pas victimes de violences. On peut avoir dans l'entreprise une baisse de productivité du fait de l'épuisement physique et émotionnel que j'évoquais tout à l'heure. 71% des victimes ont du mal à se concentrer au travail. Donc ça peut générer une perte de confiance de la hiérarchie et du coup, le phénomène que vous évoquiez tout à l'heure, une perte de confiance en soi, une perte de compétences, une perte de motivation. Et parfois, si le phénomène n'est pas identifié ou compris, ça peut arriver à des situations très compliquées pour le salarié et sa hiérarchie dans l'entreprise. Avec aussi des phénomènes, l'impossibilité de se déplacer pour aller à une réunion ou une formation du fait d'un conjoint jaloux, etc. On peut avoir aussi le phénomène inverse, qui est le surinvestissement. Quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer à la maison et qui surinvestit. Donc vous voyez que le sujet, il est quand même très très difficile à percevoir et c'est tout l'objet des échanges qu'on aura aujourd'hui. Je me dépêche, je vous vois. En outre,
Les violences constituent pour les victimes un frein à l'accès à l'emploi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et à l'insertion professionnelle. En tant que victimes, elles sont en effet confrontées à de l'isolement, de l'épuisement physique et psychologique, de la perte de l'estime de soi, ce qui bien sûr accentue les difficultés de recherche d'emploi. Donc ça, on le voit, c'est globalement la question de l'autonomie. Comment une femme quitte son mari avec ses enfants, retrouve un logement, et merci pour l'initiative que vous citiez tout à l'heure, et puis retrouve un travail derrière pour retrouver une autonomie totale. Donc il est donc fondamental de prendre en compte les violences dans l'accompagnement des femmes vers l'emploi. L'accès à l'emploi est pour elle capital. Il signifie un premier pas vers l'autonomie et un échappatoire des violences subies. Alors, je suis bien conscient que ce sujet-là, il est novateur et donc, s'il est novateur, c'est qu'il est compliqué. On est à l'interface entre la vie professionnelle et la vie personnelle des personnes. Mais je crois que vous avez le courage aujourd'hui, au travers de cette initiative, de montrer que les entreprises doivent s'engager sur ce terrain et ne pas laisser ce mouvement qui est effectivement, j'allais dire, dénonçable et dénoncé de plus en plus. Les entreprises doivent agir pour aider les salariés qui le souhaitent à sortir de cet enfer pour certaines d'entre elles. Merci à vous, merci beaucoup aussi à FAS pour le programme très intéressant que vous nous avez fait. Moi, je vais rester toute la matinée avec vous et j'aurai l'honneur de conclure la séquence. Monsieur Pelteret, merci. Merci, messieurs, de vos interventions qui nous sensibilisent sur ce sujet des violences conjugales, le rôle de la société, on l'a bien entendu, le rôle des entreprises. Au sein de FAS Loire, on travaille beaucoup sur la responsabilité sociétale des entreprises et effectivement, dans le cadre de cette responsabilité sociétale, l'entreprise a un devoir d'agir auprès de ses collaboratrices victimes et auprès de l'ensemble des collaborateurs en tant que sensibilisation. Mais la société, les entreprises, elle va se tourner vers des spécialistes. Et les spécialistes, au niveau des départements, sont maillés par des associations, Solidarité Femmes, toutes les associations affiliées à la FNSF, SOS Violence Conjugale, France Victime, pour ne citer qu'elle. Et puis nous avons la chance d'avoir autour de cette table ronde Catherine Héneret, directrice du CIDFF Rhône-Alpes interdépartemental, excusez-moi. Madame Eranet, j'ai envie de vous poser des questions, deux questions. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter les CIDFF et leurs actions et puis nous en dire un peu plus sur ce qu'on appelle une violence conjugale, parce que votre éclairage va être très riche à mon sens. Merci de me donner la parole. Alors, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles sont nés d'une volonté politique il y a 50 ans. Et notre cœur de métier, c'est d'abord l'accès aux droits. Parce que sans droit, on ne peut pas faire avancer une société. Et donc, une de nos missions, c'est de dire le droit. Et pourquoi? Pour faire avancer la promotion, faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et permettre aux femmes d'accéder à une autonomie sociale, professionnelle, et une égalité entre les femmes et les hommes. Il faut que les femmes aient une autonomie financière, d'où notre implication extrêmement forte sur l'accompagnement au retour à l'emploi des femmes. Alors, le CIDF, je vous disais, les CIDF en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes présents sur les 12 départements et nous avons une offre de services qui est à destination de tout public, mais particulièrement des femmes et des femmes les plus vulnérables, au niveau de l'accès aux droits, au niveau du retour à l'emploi, mais également de tout ce qui touche à la vie personnelle et familiale, afin d'aider les femmes dans leur vie quotidienne, dans les freins qu'elles peuvent rencontrer. Et nous nous adressons majoritairement aux plus précaires et aux plus en difficulté. Pour vous donner quelques chiffres, sur les 6 premiers mois de l'année 2021, les CIDF en Auvergne-Rhône-Alpes ont informé près de 14 000 personnes. Et sur ces 14 000 personnes, 80% du public, ce sont des femmes, et nous avons 5% du public, ce sont des professionnels qui nous interpellent. Sur l'ensemble de ces personnes informées, quasiment 2700 femmes nous ont interpellés pour une information relative aux violences sexistes et sexuelles, et particulièrement les violences intrafamiliales, dont les violences conjugales. Alors, la question des violences, c'est un
continuum et notre positionnement est clair, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez extrêmement bien expliqué dans votre introduction, c'est que nous avons une société qui est essentiellement basée sur une histoire, sur des faits sociologiques qui fait que on est organisé avec une domination masculine, qui fait que la place des femmes aujourd'hui n'est pas encore à égalité de fait, alors que l'égalité de droit est depuis longtemps mise en place. Aujourd'hui, nous avons l'arsenal juridique et judiciaire mis en place. Après, effectivement, il faut que les mentalités progressent. La question des violences aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement des violences physiques et on a trop souvent l'impression que il n'y a que ça. Eh bien non, il y a beaucoup de formes de violence et il y en a essentiellement 6 qui sont autour des violences verbales, psychologiques, physiques, et une violence physique est toujours précédée de violences psychologiques, administratives, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès à leurs documents, il y a des documents nécessaires, économiques ou sexuels. Un certain nombre de femmes n'ont pas accès non plus à des moyens. Il peut y avoir des allocations, par exemple, qui ne leur sont pas versées, données et captées par les conjoints. Il est important que l'ensemble de la société, et l'entreprise est bien sûr fait partie de la société, et ce qui fait qu'il y a en place des violences intrafamiliales et particulièrement des violences conjugales. Mais c'est bien à différencier, parce que quelquefois on nous dit « Ah, vous savez, ça se passe dans la vie privée, donc la vie privée, ça ne nous regarde pas. » Et puis, vous savez, tous les couples se disputent. Il faut bien différencier la question des conflits de couple, où effectivement 2 personnes ne peuvent ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, des violences conjugales qui présupposent toujours des questions de domination et donc de ne pas respecter l'autre. Lorsque un couple ou 2 personnes ne sont pas d'accord, elles vont échanger, elles vont débattre, mais dans un respect mutuel. À partir du moment où il y en a un, et ça va être l'auteur, l'agresseur, qui va imposer sa façon de voir, sa façon de faire, on est dans des violences conjugales. Alors, ces violences, elles ont été théorisées et on parle très clairement du cycle de la violence, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui va se faire sur 4 phases extrêmement importantes et qu'on va retrouver à chaque fois, qui vont commencer par des tensions extrêmement fortes avec de la pression, avec des violences psychologiques. Et à un moment donné, cette tension va exploser. C'est ce qu'on appelle l'explosion de la violence. Et puis, l'auteur va venir se justifier, s'excuser. Alors, on dit très souvent, il va venir offrir des fleurs en disant « Oh, je suis désolée, mais j'étais très, très fatiguée, etc. » Et la victime va accepter, ou en tout cas penser que oui, il travaille beaucoup, il est rentré tard, les enfants ont été un peu compliqués, donc voilà, donc c'est la période de justification et qui va ensuite amener une période plus calme où ça va être plus calme, mais on sait que il va y avoir un nouveau déclencheur qui va faire un nouveau d'attention. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. C'est extrêmement important quand on est professionnel ou quand on est dans l'entourage de la victime de bien comprendre ce cycle-là, parce que selon à quel niveau et à quel moment ça va se passer, l'attitude des victimes, l'attitude des auteurs ne sera pas identique. Enfin, je souhaiterais terminer pour dire que nous savons qu'il y a des périodes à risque dans la question des violences conjugales et nous avons 4 périodes qui sont extrêmement repérées aujourd'hui par tous les professionnels, qui sont la période du mariage, préparation du mariage, ou la période des grossesses, et on sait qu'il y a un effet extrêmement accélérateur sur les phases de grossesse, la naissance et la séparation. Et c'est pour ça que les structures spécialisées sur l'accompagnement des femmes victimes de violences ont fait extrêmement attention sur ces périodes-là pour permettre aux femmes de prendre des décisions sereines et de partir en toute confiance avec des accompagnements adaptés. Je vous remercie.
Merci Madame Eranet de nous avoir offert cet éclairage sur les CIDFF, un acteur incontournable en aura dans la lutte contre les violences conjugales, et puis de nous avoir ouvert cette théorie, certes, mais une clé de lecture qui de ce que peut être la violence et les différents types de violences. Je vais laisser la parole à Madame Hugo. Madame Hugo, vous êtes directrice régionale au droit des femmes et à l'égalité hommes-femmes auprès du préfet de région. Depuis quelques années, des actions se structurent autour de l'entreprise. Est-ce que vous feriez l'honneur de nous en parler dans un premier temps et nous dire aussi voilà, ces actions et concrètement comment les entreprises peuvent agir et agissent aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Donc effectivement, déjà depuis quelques années, les entreprises s'engagent sur ce sujet. Elles se sont engagées dans le cadre du Grenelle en participant à un groupe de travail entreprises et violences conjugales qui a abouti à plusieurs mesures. Je pourrais en citer 3 et elles sont importantes. La première, c'est que les violences conjugales vont être intégrées dans le prochain plan régional de santé au travail qui va décliner les priorités nationales du plan de santé au travail. La deuxième, c'est que le guide sur l'égalité professionnelle à destination des TPE-PME a également intégré les violences conjugales. Et enfin, une mesure très importante, un décret de juin 2020 a créé un nouveau cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale pour les femmes victimes de violences conjugales. Alors, au niveau de la fonction publique, dès 2018, une circulaire prévoyait d'inclure les violences conjugales dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles également. Et dernièrement, une convention de l'OIT 2019 qui a intégré aussi les violences conjugales dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le Sénat a ratifié la signature de cette convention. Et puis, il y a des entreprises qui ont été précurseurs du Grenelle, qui ont intégré les violences conjugales dans leur accord sur l'égalité professionnelle. Et ça, c'est très important parce que ça positionne les violences conjugales dans le cadre de la négociation collective sur l'égalité professionnelle. Et puis, Monsieur le Président, vous le disiez, effectivement, d'autres sociétales d'entreprise. Alors, comment l'entreprise peut agir? À mon avis, à mon sens, il y a 2 préalables. Ça a été dit et montré aujourd'hui. Il faut être convaincu au plus haut niveau de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et il faut aussi que les organisations patronales et syndicales s'emparent du sujet. Et puis, il faut adopter la bonne posture. Ce n'est pas aux entreprises, bien sûr, d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Ça, c'est le travail des services spécialisés de l'État notamment, mais aussi des associations spécialisées telles que le CIDFF. Et puis, il y a 3 écueils. Le premier, ce serait de ne pas croire la femme victime de violence. Vous l'avez dit, c'est très important d'accueillir sa parole, de ne pas la remettre en doute. La deuxième est certainement de ne pas faire le lien avec les difficultés qu'elle rencontre sur le plan de son travail. Sinon, on risque de casser la confiance et le dialogue qui s'est instauré. Et puis, une chose importante aussi, il ne faut pas vouloir régler le problème à tout prix. C'est-à-dire que notamment quand on est confronté la première fois à un tel sujet, on peut avoir consciemment ou inconsciemment la volonté de se mettre dans la peau du sauveur. Et ça, c'est pas non plus la bonne posture parce que le sortir des violences conjugales, c'est un parcours du combattant. Les femmes font des allers-retours en moyenne 7, moyenne nationale, 7 allers-retours avant d'arriver à partir. Et donc, au mieux, en voulant sauver la femme, au mieux, on ne fait rien, au pire, on la met en danger. Donc, il faut bien respecter son rythme et son choix. Alors, comment agir? Alors, il y a évidemment plusieurs manières d'agir et elles vont être illustrées tout à l'heure par des entreprises. Bien entendu, informer sur les dispositifs d'écoute, d'accueil et d'accompagnement, des associations spécialisées, mais aussi des dispositifs de l'État. Je rappelle
Le numéro d'écoute nationale, le 3919, qui est un numéro d'écoute, d'information et de relais vers des associations spécialisées et qui est ouvert 24 heures sur 24. Il y a aussi une plateforme d'écoute 24 heures sur 24. La personne, une femme ou un témoin d'ailleurs, peut chatter avec un gendarme ou un policier qui pourra l'aider dans ses démarches et le cas échéant, si elle le souhaite, prendre un rendez-vous pour déposer plainte, sachant que tout le dialogue qui est fait sur cette plateforme peut être effacé et disparaître. Et bien sûr, en cas d'urgence, appelez le 17 ou le 114 par SMS. Il faut aussi, et c'est là aujourd'hui aussi l'intérêt de la journée, sensibiliser bien sûr, former aussi les acteurs qui vont être en première ligne sur ce sujet-là, porter le sujet dans le cadre du dialogue social. Et puis, identifier une personne ou plusieurs qui vont être référentes. Ça peut être l'assistante sociale, le référent violence sexiste ou sexuelle au travail, le directeur RH, etc. L'entreprise peut aussi mobiliser des aides. Je pense par exemple pour lui permettre à titre provisoire de quitter son logement. Et puis, il faut bien sûr protéger et sécuriser la femme, sachant que 2/3 des femmes victimes de violences habitent toujours avec leurs auteurs. Et même quand elles n'habitent plus avec lui, en général, le lieu du travail est connu. Donc, l'entreprise peut faciliter, le cas échéant, si la personne le souhaite, une mobilité. Elle peut aussi faciliter ses démarches en lui octroyant, alors lui permettant de s'absenter durant son temps de travail, lui mettre à dispo, je le disais, un hébergement de mobilité, et puis mettre en place des conditions de travail sécurisées, prévenir l'accueil, lui permettre d'avoir accès aussi à ces documents de manière secrète avec des coffres-forts numériques, etc. Voilà, en tout cas, sachez que les services de l'État et tout comme les associations sont à disposition des entreprises pour les aider dans cette démarche. Merci Madame Hugo. Nous sommes en train non pas de découvrir la problématique, mais d'en découvrir toutes ses subtilités. Un environnement complexe et des réponses qui doivent être adaptées. Certaines entreprises ont pris des initiatives et ça va ouvrir le deuxième temps d'échange de notre table ronde. Donc, je vais appeler sur l'estrade, auprès de cette table ronde, Madame Donadieu pour Carrefour Market, Madame Djabila Lalem qui sera notre grand témoin et Olivier Marion pour FAS. Nous serons en lien aussi par visioconférence avec Madame Marguerite et Madame Grenier-Dulong pour Sodexo et Madame Durand pour Manpower. Isabelle Durand pour Manpower va ouvrir ce tour de table de présentation des dispositifs des entreprises. Isabelle Durand, vous êtes responsable talent, référent RSE au sein de Manpower sur le secteur Loire-Auvergne. Est-ce que vous pouvez nous parler des engagements de Manpower et quelles ont été les actions que vous avez pu mettre en place? Bonjour à tous. Un petit test son, comme je suis à distance. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait, Isabelle, merci. Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. Et merci de me donner la parole. Dans un premier temps, je voulais vous dire que j'étais honorée d'intervenir ce matin sur ce sujet, qui est malheureusement encore trop d'actualité. Et en tant que référent RSE de mon territoire, donc comme vous l'avez dit, Loire-Auvergne, je me dois d'agir, d'où ma présence. Et d'où les actions dont je vais vous parler, qu'on a pu décliner au niveau de notre territoire. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Manpower a pris ce sujet à bras-le-corps fin 2019, avec la signature de la charte de notre président, Alain Roumillac. Il a signé avec l'association One Free Women et avec la fondation FAS. Le Power, est-ce que vous voyez le Power qui défile la première page? Moi, je ne le vois pas, mais est-ce que j'aime? Oui, ça arrive.
Donc, ça a été signé fin 2019. Tout le réseau des permanents de Manpower, avec nous, un peu plus de 400 agences, ont été informés par mail. Nous avons toutes les informations à notre disposition sur notre intranet et chacun va retrouver les outils qui sont à sa disposition pour venir agir dans le cadre si la personne subit des violences au niveau de l'hébergement. Enfin, toutes les informations sont répertoriées. Contact également de l'infirmière qui est à Nanterre. La difficulté, c'est que nous sommes un réseau d'agences et que du coup, j'ai souhaité avec mon directeur de secteur, Elisabeth Patet, rendre cette charte encore plus visible auprès de tous nos permanents sur notre territoire. Et donc, nous avons décidé d'intervenir au plus proche des collaborateurs pour faire une sensibilisation, une information de ce sujet-là en s'appuyant sur la convention qui avait été signée, la charte qui a été signée par notre président. Donc, en tant que vice-présidente de FAS Loire et en charge de l'emploi, je travaille en proximité avec les équipes et donc naturellement, j'ai demandé au réseau de FAS Loire et de FAS Haute-Loire et aux chargés de mission d'intervenir auprès de nos permanents sur ce sujet. On a fait le choix du présentiel pour que ce soit plus facile, plus représentatif du message qu'on voulait passer. Donc, ça nous a pris un peu de temps sur l'année 2021. Somme toute, on a fait une réunion fin juin avec tous les managers d'agence, nos responsables d'agence. On est en train de faire 2 réunions en novembre avec nos recruteurs et la dernière réunion est prévue en janvier 2022, ce qui va nous avoir permis d'informer, de sensibiliser, d'expliquer ce sujet-là auprès de nos permanents. Nous avons également, avec l'équipe de FAS, distribué dans nos agences visibles pour les permanents, mais également visibles pour l'accueil, puisque la deuxième étape, ce sera nos intérimaires et je vous en parlerai après. Des affiches, vous allez voir le power, je ne vais pas tarder, avec les informations et le numéro d'urgence. Et chaque collaborateur a reçu un livret qui contient toutes les informations, livret fait par les professionnels sur ce sujet-là. Comme je vous le disais, la première étape, c'était nos permanents. On va terminer ce tour d'information et de sensibilisation en janvier. Et puis derrière, évidemment, il faut absolument qu'on prenne le sujet de nos intérimaires et de nos CDI pour également leur passer le message, les informer. Comme vous le disiez tous, on ne peut pas imaginer malheureusement un quart de seconde que parmi nos intérimaires, nous n'avons pas des femmes concernées quand on voit le pourcentage de femmes concernées. Donc, l'étape suivante, ce sera en effet qu'on se tourne vers nos intérimaires, qu'on les accompagne, qu'on leur donne les informations, qu'on leur donne les coordonnées des professionnels, puisqu'en effet, c'est pas notre métier à nous. Et comme vous le disiez, nous, c'est sensibiliser, accompagner, orienter ces personnes vers des professionnels afin que la parole se libère. Ne pas en faire un tabou interne, mais avoir la juste posture. En effet, vous le disiez également. Donc voilà, vous avez là à l'écran les affiches que nous avons dans nos agences, qui sont à la fois en interne, souvent vers la pause café, mais que nous avons également doublé à l'accueil pour commencer à passer le message auprès des gens qui viennent nous voir et le petit livret qui a été remis. Donc vraiment accompagner nos salariés permanents intérimaires est un sujet d'actualité et le restera avec un engagement fort, tant au niveau du national, mais que sur notre territoire. Je remercie vraiment les chargés de mission des clubs FAS qui ont su animer les temps d'échange avec nos permanents sur un sujet nouveau en entreprise et un sujet chargé d'émotions. Ça n'a pas été facile, le perçu et le rendu des collaborateurs est vraiment très bon, donc je tiens vraiment à remercier les chargés de mission. Et je remercie encore FAS d'avoir organisé ce temps d'échange sur ce sujet-là. Merci à tous. Merci Madame Durand. J'avais effectivement une question sous-jacente. Alors vous avez commencé un petit peu à y répondre à la fin. Votre direction s'est emparée du sujet en signant la charte One in Three Women. Vous avez déployé l'action de sensibilisation et de formation de vos managers. Comment ils ont réagi, ces managers, à l'annonce de cette sensibilisation ? On a perdu Madame Durand. Ah si, pardon. Il y a un petit décalage de temps, pardon. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô, allô? C'est bon. Oui, c'est bon, merci. C'est bon. Ils ont réagi en 2 temps, en fait. D'abord, ils ont été surpris que j'aborde et qu'on aborde avec Elisabeth ce sujet-là. Puis, on leur a expliqué la signature au niveau national, la signature en local de la charte qu'Elisabeth avait signée avec Sonia Pastor sur FAS Loire.
ils ont été surpris que ce sujet, on l'aborde en entreprise. Forcément, c'était nouveau. Et puis, on a expliqué, on a mis du sens. Ils se sont dit, oui, forcément, comme vous le disiez, au niveau personnel, on ne peut pas dire qu'on malheureusement n'est pas concerné, sauf à faire l'autruche, et ce n'était pas le cas. Et parmi nos intérimaires, forcément, malheureusement, on ne peut pas dire non plus que personne n'est concerné. Et donc, quelque part, on se doit d'en parler, on se doit d'être vigilant, d'informer, d'orienter. Donc ça a été la première réaction, plutôt réaction de surprise. Et puis à l'intervention de face, à la fin, évidemment, il y avait, je dirais, la charge émotionnelle, parce que c'est pas un sujet facile. Et puis après, ils se sont dit, après le troisième temps, une fois qu'on a eu fait l'intervention, on a fait un café, parce que c'était un peu chargé d'émotions à chaque fois. À chaque fois, ils me remercient et ils remercient Elisabeth et remercient les chargés de mission d'avoir osé, d'avoir abordé ce sujet, de leur avoir donné quelques informations, quelques clés, et qu'ils ont plus d'informations, et tant sur le côté perso que le côté pro, ils voient les choses un peu autrement. Donc, de la surprise, de la charge émotionnelle et du remerciement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Catherine. Merci, Madame Dur. Merci, Isabelle. Merci. Je vais me tourner vers Nathalie Donadieu. Vous travaillez au sein de Carrefour Market. Vous êtes assistante au DRH chargée de mission diversité, handicap et responsable des moyens généraux. Carrefour Market a déployé aussi des actions. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'engagement de Carrefour Market et des actions effectivement mises en place au sein de vos supermarchés? Je vous laisse prendre un micro si vous voulez. Alors oui, je représente aujourd'hui, et j'en suis fière d'être parmi vous. Je vous remercie de nous avoir conviés pour représenter Carrefour Market, qui est plus mon périmètre, mais plus globalement le groupe Carrefour. Alors, en tant qu'entreprise citoyenne, Carrefour a depuis plusieurs années pris des engagements pour lutter contre les violences faites aux femmes et décidé de mener des actions concrètes, tant pour ses collaborateurs que pour relayer l'action du gouvernement et soutenir les associations. Alors, notre groupe a conclu depuis de nombreuses années différents partenariats qui nous permettent justement un lien permanent avec le réseau d'associations spécialisées dans cette cause, puisque nous, en tant qu'entreprise de grande distribution, on n'est pas spécialiste, mais on est signataire, on parle, le PDG du groupe Carrefour est signataire de la charte One in Three Women. Nous l'avons signé aussi en local, notamment avec Face Loire il y a 2 ans. On a des partenariats avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, avec ONU Femmes France, qui est un partenariat historique. Juste un petit exemple avec ONU Femmes France du soutien. Donc aujourd'hui, pour la Journée internationale des violences faites aux femmes, les magasins Carrefour et Carrefour Market participent durant toute la semaine à l'opération Orange Day. Peut-être que ça parle à certaines d'entre vous. Ça consiste en quoi? Bon, pour chaque filet d'orange acheté à 2 €, 50 centimes sont reversés à l'association ONU Femmes France. Pour vous donner une idée, l'an dernier, en 2020, on a pu récolter plus de 20 000 €. Enfin, on a pu reverser donc plus de 20 000 €. Et cette année, on a voulu marquer encore plus des masques de couleur orange, les masques anti-Covid, avec le numéro 3919, seront portés par nos hôtesses de caisse uniquement aujourd'hui. Et les imprimantes couponing émettront un coupon qui relaye les dispositifs d'aide aux victimes, ce qui permet de communiquer, voilà, pas seulement en interne, mais aussi à nos clients, à une population plus large. Donc, nous avons un partenariat privilégié avec FAS. Bon, j'y reviendrai un petit peu après sur des points de précision.
Alors, pour rejoindre un peu ce qui a été dit avant et puis notamment par Manpower, donc nous aussi, bien sûr, au sein du groupe, pour sensibiliser les collaborateurs sur les violences conjugales et leur résonance au niveau de l'entreprise, nous menons de nombreuses actions de sensibilisation, de communication et de formation. Bien sûr, parce qu'il faut en parler, en reparler, toujours encore, libérer la parole, hein, ça a été dit aussi tout à l'heure, je reprends les termes, et agir. Donc nous diffusons au sein de 2019 le kit de communication qui a été conçu pas par nous mais par Solidarité Femmes. Ne détournez pas le regard, agissez. Déjà rien que le titre, sans connaître par cœur le contenu, est très parlant. Donc on a diffusé par le biais de mails en interne et de notre intranet. Toutes ces informations, de toute façon, restent disponibles en permanence sur l'intranet interne. On a aussi un guide de prévention, lutter en milieu professionnel contre les violences faites aux femmes, dans tous nos magasins et nos sièges. L'objectif, oui, bien sûr, c'est d'expliquer en quoi il est possible d'agir, chacun à son niveau, et y compris pour nous dans le milieu professionnel. Cette année, pour aller plus loin, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, effectivement, un groupe de travail multiformat, donc à l'échelle du groupe, donc avec des personnes des hypermarchés, des supermarchés, la logistique, a été constitué. L'objectif de ce groupe de travail, c'est de pouvoir mettre en place des fiches de réflexe qui permettront d'agir en cas de suspicion ou de constat de cas avérés face à une collaboratrice concernée. Enfin, c'est en quelque sorte une boîte à outils. Comment arriver à déceler, comment agir face à une victime avec tact et bienveillance, et surtout quelle posture adopter dans le cadre professionnel. Que peut-on faire, qui contacter, quelles sont les ressources utilisables. Donc voilà, ce groupe de travail est bientôt abouti. Les fiches réflexes ne sont pas encore éditées, mais ça ne saurait tarder. Donc nous mettons également à disposition de tous les collaborateurs sur notre plateforme interne Cap Formation 2 modules de formation en e-learning. Ça veut dire qu'elles sont en libre accès. Chacun, quel que soit le niveau et le poste occupé, peut suivre ces sessions. Donc, il y en a une qui porte sur le harcèlement, le sexisme. Cela a été évoqué en début de conférence tout à l'heure. Et la deuxième, donc, qui est la formation « Ne détournez pas le regard, agissez », qui permet justement de pouvoir comprendre ce phénomène des violences, comment repérer et encore sensibiliser effectivement les collaborateurs et leur impact sur la vie professionnelle. Donc par ailleurs, aujourd'hui, et grâce à nos partenaires associatifs, je ne peux pas vous les diffuser là parce que notre temps est un petit peu limité, mais 2 podcasts sont diffusés au sein du groupe aujourd'hui même par mail et sur l'intranet. Donc ce sont des interviews vocales, hein, c'est pas de la vidéo, qui font témoigner, parler une salariée survivante et son manager. À travers ces interviews croisées, hein, la personne, la victime, l'ex-victime ou la victime s'exprime, et puis son manager également, et à travers ces interviews croisées, les salariés reviennent sur l'importance qu'a eu leur entreprise, notamment le manager, dans leur parcours de sortie de violence. Pardon.
Alors, en ce qui concerne nos actions pour le maintien et l'accès à l'emploi des femmes victimes de violences conjugales, le cœur du sujet de cette table ronde, nous le savons tous, l'entreprise est souvent la seule sortie, la bouffée d'air, l'endroit où du coup la femme violentée peut demander de l'aide ou donner l'alerte. Donc, dans ce cadre, on a dans un groupe comme le nôtre, forcément des femmes victimes de violences au sein de l'entreprise. Alors, en plus du 3919, qui est largement communiqué, nos salariés peuvent contacter le cabinet PSIA. On a un cabinet partenaire depuis de nombreuses années, qui est un cabinet externe composé de psychologues, de victimologues, qui permet à tout salarié en souffrance d'origine personnelle ou professionnelle de s'exprimer et d'être orienté. Donc, cette démarche est gratuite pour les salariés et anonyme. Des affiches sont présentes dans nos magasins et sièges pour que chacune puisse contacter facilement ce cabinet. Alors, comme il est important par ailleurs de faciliter la mobilité géographique des victimes qui peuvent avoir besoin de s'éloigner de leur conjoint violent, les collaboratrices peuvent faire une demande de mutation sur l'intranet. On a un intranet interne qui s'appelle la Bourse de l'emploi, qui recense tous les postes disponibles au sein du groupe. Alors, la mobilité est bien sûr soumise à validation, mais cette mobilité peut être appuyée par les RH et la direction dans le cas d'une femme victime de violence afin de faire absolument aboutir sa demande, sa mutation. Bon, la problématique qui est dommage, c'est que la victime ne se confie pas facilement sur les raisons de son besoin de mutation. Ben, c'est déjà arrivé. Ça reste quand même rarement le cas. Enfin, en interne toujours, nous avons un fonds de solidarité qui permet de pallier des difficultés financières. Alors, à l'externe, l'accès ou le retour à l'emploi est très important pour ces femmes, je pense, car l'autonomie financière est primordiale pour qu'elles puissent s'échapper et se reconstruire. Donc, dans le cadre de notre partenariat privilégié avec FAS, nous menons depuis 2 ans, donc sur la Loire et aujourd'hui également sur le Rhône, des opérations de marrainage. Donc, qu'est-ce que c'est que ce marrainage? Nous avons constitué des binômes, 4 en l'occurrence, par an, hein, donc on est à 8 binômes, avec une filleule qui est accompagnée par une marraine, la filleule étant la victime, et la marraine qui est une personne des ressources humaines. On a aussi une directrice d'un magasin de la Loire qui a marrainé une personne l'an dernier. Donc, ce sont des femmes accompagnées par FAS. Et notre rôle, à nous, Carrefour Market, Carrefour, avec ce marrainage, consiste à les aider dans leur démarche d'accès à l'emploi. Donc concrètement, ce sont des discussions, des échanges, porter un regard, les aider pour leur CV, leur donner des conseils, des simulations d'entretien d'embauche. Et nous avons aussi effectué une visite de magasin et présenté nos métiers à un groupe de femmes au printemps dernier, dont Madame à ma gauche, qui en parlera peut-être juste après. Donc, je souhaite souligner que si des victimes, des personnes souhaitent rejoindre nos équipes, nous offrons la possibilité d'intégrer nos magasins sans diplôme, ni expérience, ni limite d'âge. Que ce soit en alternance, en contrat classique, voilà. Merci pour... Je vais laisser la parole parce que voilà. Je crois que j'ai débordé un petit peu. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, en tout cas pour voilà, le panel très complet de tous les dispositifs, toutes les dispositions, tous les accompagnements qui sont offerts au sein de Carrefour. Nous avons en visioconférence pour Sodexo Madame Marguerite et Madame Grenier-Lyong. Là aussi, la question reste identique.
La question reste identique. Rapidement, au sein de Sodexo, quelles ont été vos actions? Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Super. Donc, je suis Claire Marguerite. Donc, malheureusement, ma collègue n'a pas pu se rendre disponible pour m'accompagner dans cette intervention. Donc, je vais essayer de faire au plus clair et au plus concis. Donc, nous, Sodexo, on est une entreprise qui prenons des valeurs et des principes éthiques très forts. C'est d'ailleurs dans ce cas de figure qu'on intervient aujourd'hui pour vous présenter nos actions. De manière un peu plus détaillée, on a une vraie ambition de promouvoir une culture de diversité et d'inclusion. Étant une source de performance individuelle et collective, on s'engage à veiller que nos collaborateurs soient représentatifs de la diversité. 34% des cadres, par exemple, sont des femmes au sein de notre entreprise. Donc, on est attentif au bien-être de nos collaborateurs, à leur sécurité aussi, et à leur sécurité tant sur le lieu de travail, mais en prenant aussi en considération leur vie personnelle. C'est donc pour ça voilà, qu'on essaie de mettre en place un maximum d'actions. On travaille aussi beaucoup par notre antenne So Together avec vous, FAS. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour nous accompagner sur différents sujets. Ce qui est vraiment une force par votre expertise et aussi le fait que vous soyez quand même sur tout le territoire. Alors, je ne vois pas encore apparaître les premières slides. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Alors, bon. On a donc aussi une collaboration qui est historique avec FAS Grand Lyon, notamment sur des actions de réinsertion, des actions sur nos sites où vous travaillez également avec les instances publiques. Donc, on a vraiment à cœur de pouvoir développer un maximum de dispositifs sur différents sujets. Mais concernant plus particulièrement ce qui nous amène aujourd'hui, l'accompagnement des femmes victimes de violences au sein d'une entreprise, l'un des premiers dispositifs qu'on a, c'est notre service social. Donc moi, justement, en tant qu'assistante sociale, je vais pouvoir un peu plus facilement vous parler de ce sujet-là. À savoir qu'en fait, c'est aussi une politique de notre entreprise qui est très ancienne parce que le service social, il existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui. On a dans ce cas de figure, en fait, également une casquette en lien avec la demande de logement parce qu'on a pu remarquer que la demande de logement est l'un des motifs qui amène aussi la salariée à nous contacter en première intention. Donc via le 1% patronal et un dispositif qu'on a pu mettre en place avec Action Logement qui permet en fait à nos salariés pour lesquels on a connaissance qu'elles subissent une situation de violence, de leur octroyer des points bonus dans leur demande de logement social. Parce que comme vous l'avez dit à plusieurs reprises dans cette table ronde, quitter le domicile familial, si derrière on n'a pas de solution d'hébergement au logement, c'est un obstacle important aussi. Donc c'est par ce biais-là, nous, qu'on essaie de pouvoir leur apporter un premier niveau de solution à notre niveau. On a, dans ce cas de figure, au niveau du service logement, une de mes collègues, en fait, qui récupère ses premières demandes et qu'on a formée pour qu'elle puisse justement poser un premier niveau de questions pour repérer les situations aussi de femmes victimes de violences, parce que ce ne sont pas des choses qu'elles vont dire spontanément. Donc, notre rôle est aussi de pouvoir essayer de trouver les aider à s'exprimer là-dessus. Et par ce biais, elle permet d'avoir cette première écoute et du coup, cette première orientation vers ensuite un rendez-vous avec nous au niveau du service social, si elle le souhaite, en fonction aussi de son agenda, de son planning. Et l'avantage qu'on soit un service social interne à notre entreprise fait qu'on peut s'adapter à la rencontrer majoritairement en téléphonique. Votre action sur la demande de logement et l'ouverture des dispositions d'écoute auprès de ces femmes victimes de violences conjugales et qui sont membres de vos effectifs. On va vous remercier ces entreprises de leur participation et de leur témoignage pour nous avoir éclairés. On a des chefs d'entreprise, des responsables d'organisation
organisations qui participent à cette table ronde et qui, j'espère, auront trouvé voilà, des présentations inspirantes et des idées effectivement inspirantes à déployer aussi au sein de leurs organisations. Olivier Marion, vous êtes vice-président de FAS et puis directeur général de Formasup. C'est juste ici le micro. Voilà. Je vais vous laisser prendre la parole pour présenter FAS et plus particulièrement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors donc, je vais essayer d'être concis et puis je vais discourir autour des actions concrètes de la Fondation FAS, dont je rappelle que cette fondation existe depuis près de 3 décennies, hein, comme opérateur de terrain, opérateur, je dirais, de proximité territoriale sur les problématiques d'intégration, d'exclusion, etc. C'est un club et une fondation qui ont été créés dans les années 1993 par d'abord des entrepreneurs. C'est très important de le signaler. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas un hasard si nous sommes ici à la Chambre de commerce et d'industrie. Les entrepreneurs se sentent et se déclarent socialement responsables sur un ensemble de dynamiques, de problématiques qui touchent les questions de l'exclusion et donc, par voie de conséquence, de l'inclusion sociale et professionnelle. La Fondation est reconnue d'utilité publique. Dans sa gouvernance, l'État y participe à travers 5 ministères. Donc on voit très vite que le réseau FAS et je dirais son articulation territoriale travaille autour des politiques publiques et bien sûr des questions d'innovation sociale pour réduire, on va dire, les fractures de toute nature, et notamment celles qui interviennent sur le champ de l'activité et du travail. C'est à peu près une centaine, on va dire, d'entités FAS qui structurent le réseau national. Donc il y a comment dirais-je, un réseau radiculaire, vous voyez, qui est de proximité et qui essaie d'agir très concrètement auprès des chefs d'entreprise, parce que je le redis, ce club, ce réseau FAS est d'abord une émanation de chefs d'entreprise qui se déclarent socialement responsables et impactés par les questions qu'on évoque aujourd'hui, des violences conjugales, et bien en général aussi d'autres besoins sociaux sur les territoires. On parle beaucoup de RSE hein, depuis une bonne dizaine d'années. Il y a des labels qui existent, hein, qui reconnaissent les actions des entreprises autour de leur impact social et sociétal. Et bien voilà, le réseau FAS était en amont de ces problématiques de RSE et donc est un acteur très concret de ces questions. En intervenant au sein des entreprises et des systèmes de management pour améliorer leur performance, on va dire, sociétale, leur impact durable et sur le territoire, mais également d'accompagner les entreprises à intervenir concrètement à l'extérieur. Et ça a été rappelé par un certain nombre de chefs d'entreprise, des actions qui aussi procurent de la fierté aux salariés, au management, des actions entreprises et portées autour des questions d'inclusion sociale et professionnelle sur l'éducation et la vie quotidienne. Alors, les statistiques sont un peu terribles. On peut imaginer, je crois que l'indicateur a été exprimé, une femme sur 10 en France est victime de violences conjugales. Je rappelle que la statistique est de 2019, c'est avant Covid. Donc, on peut imaginer, on peut tout à fait raisonnablement et conceptuellement imaginer que la statistique est minimale. En Europe, la statistique est de une femme sur 4. Vous voyez qu'on est sur des données qui sont profondes. Alors, peut-être pas élevées en termes purement statistiques, mais suffisamment quand même importantes pour agir. Ce qui est intéressant, et c'est tout l'enjeu, je crois, en tout cas des actions de FAS, c'est que une femme sur 62% des femmes sont salariées. Donc, les problématiques de la vie privée, exprimées aussi en termes de segmentation, eh bien, elles reviennent sur le lieu de travail. Et il faut que les entreprises et donc les managements soient équipés, outillés, conscients de ces problématiques pour pouvoir agir au bon endroit et sur le bon curseur. Là aussi, ça a été dit. On ne peut pas aller trop loin, savoir exactement où se situe, on va dire, dans la chaîne de traitement des problématiques liées aux violences conjugales.
Alors, face en aura, évidemment, à une longue expérience et expertise des questions sur l'égalité des hommes et des femmes, et d'ailleurs, enfin des femmes et des hommes, on voit bien que les violences conjugales, elles s'inscrivent au cœur de ces mécanismes, malheureusement, d'inégalité sur la mixité, les temps d'articulation, mais les violences conjugales en sont aussi. Alors, sur ces actions, sur ces problématiques, FAS intervient sur 2 axes d'intervention. D'abord, les entreprises, évidemment, c'est son ADN. Sur les résultats obtenus de l'action de FAS en région, déjà 73 entreprises ont été accompagnées en proximité sur cette question des violences conjugales et de leur rôle efficient sur cette chaîne de traitement de la question, et une 40aine d'entreprises ont signé la charte qui a été évoquée, je crois, par Manpower et Carrefour Market. Et puis, bien sûr, le deuxième axe, c'est autour des personnes en question, donc des femmes, notamment sur, là encore, l'expertise de FAS sur l'accompagnement au maintien dans l'emploi ou à la recherche d'emploi. On a depuis cette année, en région. Alors, ça paraît peu, c'est suffisamment significatif, l'accompagnement d'une personne dans cette situation. C'est un accompagnement qui est délicat, qui n'est pas one-shot, hein, et qui se déroule, se déploie, bien sûr avec d'autres acteurs sociaux du territoire, mais qui prend au moins 4 à 6 mois. Hein. Donc 30 femmes accompagnées avec, alors à la date, au moment où je vous parle, au 25 novembre, 40% de sorties positives, c'est-à-dire de femmes qui ont été maintenues raisonnablement et durablement dans leur emploi ou ont retrouvé un emploi. Alors, pour terminer, je crois que mais je ne vais pas le décrire parce qu'il a été évoqué par 2 entreprises participantes à la table ronde. C'est le kit de communication qui est à disposition. Bien sûr, des contacts des collaborateurs des clubs FAS de la région qui sont tout à fait disponibles pour prendre les appels et intervenir sur le terrain. On retrouve les mêmes éléments visuels. D'ailleurs, je termine juste sur ce petit clin d'œil, c'est le cas de le dire, puisque l'un des visuels de la campagne de communication est un dessin un peu de type de Picasso, avec un œil fermé, un œil ouvert. Donc un œil ouvert, c'est l'éveil sur la réalité, sur les situations, et la bouche légèrement entrouverte, on n'en parle pas assez, c'est aussi déjà agir, c'est de dire, hein, dire et ensuite agir. Petite bonne nouvelle des étoiles quand même, je suis aussi dirigeant et donc je recrute. Je recrute de jeunes générations. Les jeunes générations qui arrivent dans les entreprises sont de plus en plus sensibles à ces questions, on va dire, de RSE, de développement durable et d'égalité femmes-hommes au travail. Donc, j'ai bon espoir que dans nos écosystèmes de formation industrielle, de services, dans les entreprises, de plus en plus, les entreprises réduire ces qui sont absolument je dirais, intolérable, tout simplement, aujourd'hui. Merci. Il n'y a pas de mots pour les décrire. Merci, Monsieur Marion. Et effectivement, ce kit de communication est à disposition des entreprises et issu du travail des équipes de FAS. Je me tourne maintenant vers Jamila Lalem. Jamila Lalem, c'est notre... Madame Lalem, c'est notre grand témoin puisque vous avez effectivement été bénéficiaire de l'action face aux femmes. Vous pouviez effectivement, en préparant votre intervention, eh bien effectivement être un peu stressé et on comprend. On comprend et on vous remercie en tout cas du courage dont vous faites preuve pour venir témoigner devant nous aujourd'hui. Votre parcours, vous avez été victime de violences conjugales alors que vous êtes salarié. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est effectivement comment s'est comporté cet environnement, vos collègues, et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Déjà, je voulais vous prier de bien vouloir m'excuser parce que je suis obligée de garder mon masque. Pardon pour l'émotion, parce que je sors d'hospitalisation, donc il y a quelques jours simplement, mais bon, j'ai tenu à venir malgré tout. Encore merci. Et voilà, donc je voulais dire déjà que j'ai connu FAS par l'intermédiaire de Cap Emploi. Donc, je suis allée à un entretien et pendant l'entretien, bon, j'ai craqué. J'ai craqué, donc je me suis mise à pleurer. Donc, naturellement, ma référente m'a demandé ce qui n'allait pas. Et donc, je lui ai dit brièvement que je m'étais installée à Saint-Étienne depuis très peu de temps, que j'avais fui Paris, parce que je suis parisienne, et que j'avais fui Paris avec ma petite fille. J'avais fui mon ex, enfin pas conjoint parce que j'étais pas mariée, mais mon ex-compagnon, et j'avais fui donc, voilà, que j'étais une femme victime de violences conjugales. Et bon, j'avais tellement honte que j'ai pas voulu entrer dans les détails. J'ai été vraiment très brève avec elle. Et c'est là où elle m'a parlé de FAS Loire. Et elle m'a dit, donc, ce serait bien pour moi d'aller là-bas, de parler, et ça me permet d'assister à des ateliers, pardon, et ça me permettrait donc, par la suite, de me reconstruire. Ma première réaction, ça a été non, plus. J'ai pas voulu donc rester et après donc c'est là où je suis allée. Voilà, vous êtes rentrée dans ce dispositif. Oui, parce que j'ai préparé mon petit discours. C'est très bien. On vous remercie. Je reviens juste. Votre témoignage, il a été vraiment très intéressant sur vous étiez victime de vous étiez en entreprise. Oui. Et vous m'avez dit, j'avais pas envie que ça se sache, mais j'avais tellement envie qu'on s'en gamme. Oui, parce que bon, c'est vrai comme j'ai entendu, donc au départ, c'est la violence psychologique. On dit rien, c'est pas de sa faute, ça a commencé comme ça, c'est pas de sa faute, je le pardonne, il est stressé, le travail, etc. Et puis bon, ça a été vraiment les violences verbales au départ, les moqueries, les railleries, et puis bon, après vous commencez à vous enfoncer, et ça a été ensuite les menaces, et bon, après les violences physiques, et malgré, donc j'allais travailler avec des ecchymoses, je l'avoue en toute franchise, avec des ecchymoses que je n'arrivais pas à cacher. Et quand j'arrivais le matin, donc il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui me regardaient et qui faisaient semblant, de pas voir. Donc voilà, c'est je vois, mais je dis rien. Et les autres personnes, il y a eu quelques personnes qui m'ont posé la question et j'avais tellement honte de moi parce que pour moi, j'aurais pas dû accepter, donc c'est bien fait pour moi ce qui m'arrive. Et j'avais tellement honte que je me suis enfoncée dans les mensonges du style j'ai glissé, je suis tombée, je me suis cognée, mais je suis une personne qui n'aime pas mentir. Donc, si je mens, ça se voit, je bégaye. Et je bégayais en disant ça parce que je savais pas quoi dire. Et la personne en face de moi, la seule chose que je demandais, c'est qu'elle me regarde dans les yeux puis qu'elle me dise non, c'est pas vrai, tu mens. Voilà, dis-moi ce qui va pas. Et ça, je l'ai pas trouvé. Votre témoignage, il illustre effectivement justement ce besoin et cette nécessité d'avoir un relais au niveau de l'entreprise. Oui. Vous avez participé au dispositif Face aux femmes, vous avez réalisé des ateliers, rédaction de CV. Qu'est-ce que vous ont apporté le plus ces ateliers? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je voulais remercier FAS Loire, parce que grâce à FAS Loire, ça a été vraiment un grand tremplin pour moi, une reconstruction. Je voulais remercier Madame Pascal Giraud, parce que c'est un amour de femme qui m'a écoutée, qui m'a pas jugée,
pas du tout, qui m'a encouragée. Et donc, voilà, donc elle m'a positionnée dans tous les ateliers qui pourraient, voilà, m'apporter quelque chose, un bien-être, une reconnaissance de soi. Et c'est vrai, donc j'ai assisté, j'ai fait donc différents ateliers. Je dois avouer que je les ai presque tous faits. Voilà, parce qu'elle m'a tellement motivée, elle a su me persuader, et je dois avouer que c'est vraiment la seule personne peut-être qui a réussi. Voilà, atelier bien-être, atelier confiance en soi, atelier rédaction de CV. Donc l'entreprise, la visite d'entreprise, voilà, et ça a vraiment été très positif pour moi, parce que surtout la rencontre avec d'autres personnes, d'autres femmes qui étaient dans la même situation que moi. Et donc, ça a été un peu un déclic, parce que je me suis dit, tu vois, t'es pas toute seule. Elles ont un parcours, peut-être même, il y avait une personne qui avait un parcours encore beaucoup plus difficile que moi. Et je me suis dit, ben non. Voilà. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes devant nous, en plein rebond professionnel, puisque vous m'avez parlé d'une réunion récente, une entrée en formation. Voilà, exactement, parce que ça m'a tellement revigorée, voilà, FAS m'a vraiment revigorée. Je suis une nouvelle femme, je suis plus la femme timide, timorée, etc. Et donc maintenant, je suis vraiment très fière de moi, et ma fille me le répète constamment, parce qu'elle a beaucoup subi elle également. Elle me dit, maman, depuis que tu es allée chez eux, c'est le jour et la nuit, tu prends soin de toi, tu t'habilles, tu parles, et c'est vrai que j'étais isolée, exclue, je voulais pas aller vers les autres. Maintenant, je vais vers les autres beaucoup plus facilement avec le sourire. Enfin, je sais voilà. pas. En tout cas, vous revenez. Enfin voilà, vous êtes là face à nous. Voilà. Dans une perspective professionnelle. J'ai un projet professionnel, justement. J'ai rendez-vous le 8 décembre chez Pôle emploi, où j'ai une réunion donc avec Carrefour pour faire une formation de chargé de clientèle qui, j'espère, aboutira à un emploi. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Un grand merci très sincèrement pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Je vais remercier l'ensemble des participants. Je vais laisser Monsieur Pelteret conclure cette table ronde. Merci beaucoup. J'allume. Oui, voilà. Écoutez, merci à tous pour cet événement que j'ai trouvé très riche. Je pense que tout le monde a pu prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Les chiffres que vous avez donnés, Monsieur Marion, étaient très pertinents. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a pu prendre conscience que forcément, dans son entourage, on a, et notamment dans son entourage professionnel, on a des femmes victimes de violences. Et je me disais aussi, en entendant, on a certainement aussi des auteurs de violences. Donc, on parlait beaucoup de sensibilisation pour que les femmes puissent parler, etc. Mais les actions qui ont été citées et que vous menez, quelque part, elles parlent aussi aux auteurs. Alors, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais l'État aussi, des actions d'accompagnement, de prise en charge des auteurs, etc. On n'est qu'au début, là encore, de la chose, mais sachez aussi que quand vous parlez aux victimes, vous les accompagnez, mais vous parlez aussi aux auteurs pour que tout le monde prenne bien conscience du phénomène. Moi, je voudrais souligner la qualité du programme, puisque avec une première partie, le CIDFF qui expliquait notamment la dynamique de violence, la manière dont elle se met en place, et notamment des moments particuliers dans la vie où finalement les violences se déclenchent. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. L'accompagnement aussi de l'État avec les explications de la DRDFE, les témoignages de Manpower, de Carrefour et de Sodexo sur les entreprises qui font de la communication, de la sensibilisation pour leurs salariés, de la communication aussi en externe. Carrefour, vous avez l'opportunité de toucher le grand public, et il y a aussi effectivement, dans les actions de sensibilisation qui sont menées par les associations, il y a eu beaucoup d'essais pour mener des actions dans les supermarchés où souvent les femmes font leurs courses toutes seules. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour elles peut-être de parler sans être accompagnées de leur conjoint violent. Ensuite, effectivement, face que vous avez rappelé votre action. Et puis, ce témoignage de Madame Lalem, je pense, qui est venu couronner le tout et expliquer la manière dont, effectivement, les entreprises peuvent accompagner les femmes victimes de violences. Alors ensuite, c'est un peu la question qu'on se posait au départ. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Vous avez vu, je pense que effectivement tout ça est délicat. La DRDFE le disait,
chaque victime de violence avance à son rythme et on ne peut pas forcer la main, c'est vraiment à la personne elle-même de savoir. Mais en attendant, quand même, les entreprises peuvent offrir un environnement bienveillant dans lequel la femme victime de violence pourra s'exprimer, être aidée et, le cas échéant, bénéficier de mesures de protection. Donc, et comment ça fonctionne, tout ça, c'est tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire d'abord une prise de conscience au plus haut niveau managérial, et puis une sensibilisation, une formation des managers, le fait de communiquer et de décloisonner ce sujet, que ce soit plus un sujet tabou, qu'on sache que chacune peut être confrontée au travers quelqu'un qui manage, un collègue ou une collègue, parce que souvent on a aussi au travail des amis, j'allais dire. Et c'est d'ailleurs plutôt à eux qu'on va se confier avec ces rôles délicats de la confidence. Voilà, donc je pense qu'au travers de ce programme, vous repartez tous avec des idées, des bonnes pratiques, des débuts de solutions, des débuts de choses que vous pouvez mettre en œuvre les uns et les autres dans vos entreprises. Et du coup, cette journée, cette action dans le cadre de la Journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes me paraît très très pertinente. Je finirai par remercier FAS qui a monté ce bel événement. Merci Monsieur Marion. Et puis Philippe Guérand, le président de la CCIR, qui nous accueille aujourd'hui et qui permet de donner toute son ampleur à cet événement au travers notamment de la retransmission par visioconférence. Vous étiez, je crois, une cinquantaine d'entreprises aujourd'hui connectées, donc ça montre aussi l'intérêt que vous avez pour ce sujet, effectivement, contre lequel on doit continuer à lutter. Merci à vous et puis rentrez dans vos entreprises avec une conviction, j'allais dire, attachée au corps sur le fait que vous allez demain mener plus d'actions et aider les femmes victimes de violences qui en ont grandement besoin. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions. Peut-être une excuse sur Sodexo, on a été coupé sur un petit moment technique. Des questions par chat, nous aurons des réponses personnelles. Merci beaucoup de vos engagements.